did not do that. Norcross, Géorgie. Nous sommes le 26 juillet 2022, il est 22h34. Susana Morales, une ado de 16 ans, envoie un dernier texto à sa mère. J'arrive dans 5 minutes. Elle ne reviendra jamais chez elle. Sa trace se perd à quelques centaines de mètres de son domicile. Son téléphone émet un dernier signal, puis plus rien, le silence radio. Que s'est-il passé sur ce chemin qu'elle empruntait presque tous les jours ? A-t-elle été victime d'un chauffard qui aurait dissimulé son corps ? A-t-elle croisé la route d'un prédateur qui rôdait dans le quartier ? Et pourquoi la police reste-t-elle sourde aux appels de sa mère qui hurle qu'un malheur est arrivé ? 7 mois plus tard, un jogger fait une découverte macabre dans un bois. Le corps décomposé d'une adolescente, le corps de Susana. À quelques mètres de là, un pistolet abandonné. Son propriétaire ? Un certain Miles Bryant, 22 ans. Un visage avenant, une tenue impeccable et un insigne de policier sur la poitrine. Coïncidence ? Ou profil d'un prédateur qui se croyait intouchable ? Cette affaire va sûrement vous choquer, alors âme sensible, s'abstenir. Plongez avec moi dans les méandres d'une enquête qui va lever le voile sur les failles d'un système qui a laissé un loup entrer dans la bergerie. Suivez le combat d'une mère pour obtenir justice pour sa fille, fauchée en pleine jeunesse par un monstre caché derrière une plaque de flic. Une histoire glaçante, des révélations chocs, des zones d'ombre qui subsistent, et pour savoir ce qu'il s'est passé sur la chaîne, restez jusqu'à la fin. Salut à tous, c'est SH, soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. Susana Morales, 16 ans, illuminait son entourage par sa joie de vivre contagieuse. Benjamine d'une fratrie de 3 filles, elle était le rayon de soleil de ses parents, Maria et son mari, des immigrés mexicains installés à Norcross, en banlieue d'Atlanta, depuis 1996. Susana était une adolescente pétillante et passionnée, aussi à l'aise en train de faire des acrobaties avec son équipe de cheerleaders que devant un piano, une guitare ou un micro. En ce mois de juillet 2022, elle profitait à fond de ses vacances d'été, partageant son temps entre son petit boulot au McDo avec sa mère et ses sorties entre copines. Une ado épanouie et sans histoire, promise à un bel avenir. Mais à Norcross, ce 26 juillet, il est 18h quand Susana quitte le domicile familial pour rejoindre ses amies Kelly et Alyssa, à quelques centaines de mètres de là, au complexe d'appartements Sterling Glen. Elle a dit à sa mère qu'elle allait chez son amie Rose, mais c'est un mensonge. Elle va voir de nouvelles amies rencontrées depuis peu. Elle a menti car Maria n'apprécie pas trop ses nouvelles fréquentations. À 18h10, Susana envoie un texto à sa mère pour la rassurer. Elle est bien arrivée. S'ensuivent alors quelques heures d'insouciance entre ados, à papoter, rigoler, fumer quelques joints en douce. Vers 21h40, Susana annonce à ses amis qu'elle rentre chez elle. Sa mère commence à s'inquiéter. Elle l'appelle mais tombe sur sa messagerie. À 21h45, elle reçoit enfin un texto de sa fille. J'arrive bientôt, ne m'attends pas pour dormir. À 22h, toujours pas de Susana à la maison. Maria fait les 100 pas et commence à réellement s'inquiéter. C'est à 22h20 que, n'y tenant plus, elle contacte Rose qui lui assure que Susana n'était pas avec elle. C'est là que Maria réalise que sa fille lui a menti sur sa soirée. C'est au cœur de Norcross, une petite ville de la banlieue au nord-est d'Atlanta, que se noue la tragique histoire de Susana Morales. Fondée à la fin du 19e siècle, cette bourgade de 16 000 âmes a longtemps été un point de passage ferroviaire prospère avant de devenir progressivement une cité dortoir de la capitale géorgienne. Aujourd'hui, Norcross offre le visage d'une banlieue paisible et proprette, fière de son centre historique aux airs de carte postale. Ses habitants aiment à la décrire comme un havre de paix où il fait bon vivre et élever ses enfants. Les statistiques leur donnent raison. Ici, le taux de criminalité est inférieur de 40% à la moyenne nationale. Une tranquillité qui ne sera que trop brièvement troublée par l'affaire Susana Morales.
Pourtant, derrière cette façade lisse, Norcross cache aussi des fragilités. Depuis plusieurs décennies, la ville connaît une importante vague d'immigration hispanique, principalement mexicaine, venue s'installer là pour fuir la violence des cartels et trouver un avenir meilleur. Aujourd'hui, près de 40% de la population est d'origine latino-américaine, faisant de la ville de Norcross une véritable mosaïque multiculturelle. Mais cette diversité ne va pas sans tension. Les communautés peinent parfois à se mélanger, chacune restant dans son quartier, son église, son école. Et les habitants de longue date voient d'un œil méfiant ces nouveaux arrivants qui ne parlent pas toujours la langue et dont ils peinent à comprendre les codes culturels. Une défiance latente qui se ressent jusque dans l'attitude des forces de l'ordre local. C'est dans ce contexte que grandit Susana Morales, une adolescente à la croisée des mondes. Née aux États-Unis de parents mexicains, elle navigue avec aisance entre la culture de ses ancêtres et celle de son pays d'adoption. Une double identité qui fait sa richesse, mais qui, dans le regard de certains, la rend aussi différente. Une étrangère dans sa propre ville. Quand Susana disparaît par une chaude nuit d'été, c'est toute la communauté de Norcross qui se retrouve soudain confrontée à ses propres failles. Car le prédateur rôde depuis longtemps dans ces rues si tranquilles, et il porte l'uniforme censé protéger la population. L'affaire Morales va faire éclater au grand jour le malaise d'une petite ville de banlieue américaine pas si paisible que ça, et révéler les zones d'ombre d'une police gangrénée par le silence et les préjugés. Un douloureux réveil pour les habitants de Norcross. Maria passe la nuit à tenter de joindre Susana, en vain. Au petit matin, morte d'angoisse, elle découvre la vérité. Sa fille n'était pas chez Rose, mais chez ses filles dont elle se méfie, Kelly et Alyssa. Celle-ci lui confirme que Susana est partie à pied vers 22h et qu'elle aurait déjà dû arriver depuis longtemps, vu que les appartements ne sont qu'à 10 minutes de marche les uns des autres. Avec l'aide d'une application, elle retrace le trajet de Susana. Jusqu'à 22h29, son téléphone la géolocalise en train de rentrer chez elle. Puis soudain, à 22h26, son téléphone émet une alerte indiquant un mouvement brusque et une collision possible, alors que sa localisation a subitement changé. Le téléphone se déplace maintenant à vive allure dans la direction opposée. Que s'est-il passé? Susana a-t-elle eu un accident? A-t-elle été percutée par une voiture? Enlevée? Ne pouvant plus tenir, Maria se rend au commissariat de Gwinnett County pour signaler la disparition de sa fille. Mais les officiers refusent d'ouvrir une enquête, prétextant qu'il faut attendre 48 heures, le délai légal, et qu'il s'agit sûrement d'une fugue passagère. Pour eux, rien ne prouve qu'il soit arrivé quelque chose à Susana. Pourtant, Maria insiste. Jamais sa fille ne serait partie sans prévenir, d'autant que son téléphone a émis un signal de collision à haute vitesse juste après sa disparition. Mais rien n'y fait. Une simple chute et une crise d'ado, ça arrive. Balaye l'officier avec condescendance. Peu importe que Susana soit une élève sans histoire, pour les policiers, c'est juste une gamine de plus fugant dans le quartier hispanique. Cette négligence initiale aura des conséquences dévastatrices sur l'enquête, car pendant que la police temporise, le prédateur qui a enlevé Susana a tout le temps de maquiller son crime. Des heures et des jours précieux sont perdus, du temps qui aurait pu permettre de retrouver la trace de l'adolescente. Quand finalement l'affaire est prise au sérieux, il est déjà trop tard. Plus aucun indice exploitable, la piste est froide. Effondrée, en colère, Maria repart sans aide. Les heures, les jours passent, la police reste sourde à ses appels. Aidée de ses proches, Maria organise ses propres battues, colle des avis de recherche partout, interroge le voisinage, en vain. C'est comme si Susana s'était volatilisée cette nuit-là, happée par les ténèbres entre le Sterling Lane appartement et son domicile. Les mois passent, l'angoisse laisse place à un désespoir lancinant. La police finit par ouvrir un dossier, mais l'enquête n'avance pas. Des battues sont organisées. Les médias relaient l'avis de recherche, mais aucune piste sérieuse n'émerge. Le détective en charge nourrit l'espoir que Susana ait fugué et refasse surface prochainement. Mais au fond d'elle, Maria, sa mère, en est persuadée. Jamais sa fille ne serait partie sans rien dire. Elle a été victime d'un prédateur, mais la traque s'annonce très compliquée. Qui en voudrait à une ado sans histoire comme elle? Par où commencer? Les fêtes de fin d'année sont un calvaire pour la famille Morales. Puis janvier laisse place à février, et avec lui un fragile espoir. La police dit avoir une piste,
et demande à Maria un échantillon d'ADN et le dossier dentaire de Susanna. Se pourrait-il qu'on ait retrouvé sa trace ? Nous sommes le 6 février 2023. Un homme se gare sur le bas-côté de la Highway 316, entre les comtés de Gwinnett et Barrow. Il s'enfonce sur un chemin forestier pour passer un appel et tombe sur des ossements et des lambeaux de chair en décomposition. Pris de panique, il appelle la police. Oh, it's going. How are you doing? I'm good. Just that way, a little walk. It's just a couple hundred yards. Want to show us? Sure. So what brings you out here? Honestly, I just saw the little road on the side of 316. I've just been out piddling, exploring. Kind of reminds me of one of those like mud and trails or something, you know? Well, what do y'all do with stuff like this? Well, we gotta send it to the medical examiner to figure out who they are. Really? If it is a person, you know. It's definitely a person. But, I mean, Yeah, well, I understand. I mean, 330 somebody Alpha with a medical Corporal. degree is gonna have to examine it. Sure. All right, well, we can test the word. We'll get out. Oh, good job. Très vite, les lieux sont bouclés. Les restes humains sont transportés à la morgue pour identification. Le 8 février, le médecin légiste confirme ce que Maria redoutait au plus profond d'elle-même. Le corps retrouvé dans les bois est celui de sa petite Susanna. Vu l'état de décomposition avancé du corps, le légiste est incapable de déterminer la cause exacte du décès. Mais plusieurs éléments laissent à penser à un homicide sordide. Le corps était nu, sans effet personnel ni vêtements aux alentours. Aucune blessure apparente sur le squelette, laissant penser à une mort par asphyxie, strangulation ou étouffement. Pour le docteur Carol Terry, forte de ses 30 ans d'expérience, il ne fait aucun doute que Susanna a été tuée puis abandonnée là. Quand le corps dénudé d'une jeune fille en bonne santé est retrouvé dans un lieu isolé, à des kilomètres de l'endroit où on l'a vue vivante pour la dernière fois, il faut immédiatement suspecter un homicide. Anéantie, la famille Morales se retrouve projetée en plein cauchemar. Qui a pu faire ça à Susanna ? La police ratisse la zone de fond en comble, à la recherche du moindre indice. Et 2 jours plus tard, stupeur, les enquêteurs mettent la main sur une arme à feu, un Glock 19, à quelques mètres de l'endroit où gisait le corps. En remontant le numéro de série, ils font une découverte stupéfiante. Le pistolet appartient à un certain Miles Bryant, 22 ans, lui-même officier de police à Doraville. Et le timing est troublant. Miles a justement signalé le vol de son arme le 27 juillet au matin, quelques heures seulement après la disparition de Susanna. Simple coïncidence ? Pas si sûr, car les détectives découvrent vite que Miles habite dans la même résidence que Kelly et Alyssa, là où Susanna a passé sa dernière soirée. Mieux, il y officie comme agent de sécurité. A-t-il croisé la route de la jeune fille ce soir-là ? Pourquoi son arme de service s'est-elle retrouvée à côté de son cadavre ? L'étau se resserre sur le policier qui clame pourtant son innocence. Flairant le suspect idéal, les enquêteurs décident de creuser son passé, et ce qu'ils découvrent a de quoi faire froid dans le dos. Derrière son air de gendre idéal, Miles Bryant cache un lourd passé de prédateur sexuel et de harceleur. Plusieurs femmes témoignent de son comportement toxique et effrayant. Son ex-petite amie, Alicia Bates, l'accuse de l'avoir traqué pendant des mois après leur rupture, allant jusqu'à s'introduire par effraction chez elle. Une autre raconte comment il avait subtilisé des photos d'elle dénudée en lui empruntant son téléphone quelques minutes. Une responsable de station-service affirme, elle, qu'il a profité de son statut de policier pour fouiller son téléphone et s'envoyer une vidéo intime d'elle à son insu. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière son sourire avenant et ses états de service irréprochables, Miles Brand dissimule un lourd passé de prédateur sexuel. Dès son adolescence, il se fait remarquer pour ses comportements déviants. À 15 ans, il est arrêté pour voyeurisme après avoir installé une caméra dans les vestiaires des filles de son lycée. L'affaire est étouffée, mise sur le compte de l'impulsivité juvénile. Quelques années plus tard, Bryant intègre l'armée puis les forces de l'ordre. L'uniforme lui confère un sentiment d'impunité et lui donne un accès privilégié à de potentielles victimes.
Il sillonne les quartiers sensibles de Norcross, repérant les adolescentes isolées. Son mode opératoire est bien rodé. En civil, il les aborde amicalement, leur propose de les raccompagner. Si elles refusent, il n'hésite pas à user de la contrainte. Au fil des années, les plaintes s'accumulent contre lui. Harcèlement, agression, tentative d'enlèvement. Mais à chaque fois, sa hiérarchie étouffe l'affaire. Pas question d'entacher la réputation de la police de Doraville avec un scandale. Bryant est au pire muté dans un autre service. Au mieux rappelé à l'ordre verbalement. Une impunité dont il use et abuse, persuadé d'être intouchable. Comment ce prédateur a-t-il pu passer entre les mailles du filet et devenir policier? C'est la question qui reste en travers de la gorge de la famille Morales, car il s'avère que les supérieurs de Miles Bryant étaient au courant de ces plaintes pour harcèlement. Mais ils se sont contentés d'une tape sur les doigts, sans jamais remonter l'information ni prendre de sanctions. Une négligence coupable qui a permis à ce loup d'entrer dans la bergerie et de s'en prendre à une proie innocente, Susanna. Les enquêteurs décident d'exploiter le bornage téléphonique de Miles le soir du 26 juillet. Et là, coup de théâtre. Son téléphone professionnel borne à proximité des lieux où le corps de Susanna a été retrouvé aux alentours de 1h du matin. Pourtant, lors de sa déposition initiale, Miles Bryant a affirmé être resté chez lui à se disputer avec sa copine ce soir-là. Mais les données GPS le contredisent. Que faisait-il dans ce bois isolé en pleine nuit? Confronté à ces incohérences, Miles s'enferre dans des explications fumeuses. Il parle d'une dispute avec sa copine qui l'aurait poussé à partir en trombe en voiture pour faire le vide. Il admet être vaguement passé dans le secteur, mais nie être descendu de son véhicule. Pourtant, impossible pour lui d'expliquer pourquoi son arme de service s'est retrouvée là. L'étau se resserre encore un peu plus quand les enquêteurs découvrent l'historique de navigation internet de Miles dans les semaines qui ont suivi la disparition de Susanna. Il a fait des recherches pour le moins troublantes, comme combien de temps met un corps à se décomposer, ou encore comment identifier un corps par les dossiers dentaires. Difficile de croire à une simple coïncidence, surtout quand on découvre qu'il a passé des appels en numéro masqué à sa propre sœur et au numéro dédié au cas de la disparition de Susanna, s'entretenant pendant 8 bonnes minutes avec l'une de ses amies. De toute évidence, le jeune policier est obnubilé par l'affaire et adopte un comportement plus que suspect. Mais il continue à nier en bloc toute implication, noyant les enquêteurs sous une logorrhée confuse et des explications tirées par les cheveux. Jusqu'au jour où un élément stupéfiant fait s'effondrer sa fragile ligne de défense. Nous sommes le 17 février 2023. Une caméra de surveillance place la voiture de Miles Bryant devant la maison de Susanna Morales, un mois jour pour jour après sa disparition. Que faisait-il à rôder autour du domicile de sa victime? Pour les enquêteurs, c'est le détail de trop. Ils décident de cueillir Miles Morales à son domicile pour un interrogatoire. Mais pas question de lui mettre la pression. Pour le faire parler, ils misent sur la subtilité, le mettant en confiance en le traitant comme un collègue plutôt qu'un suspect. Face aux deux enquêteurs qui le cuisinent, Miles se semble décontenancé. Il transpire, bafouille, s'enfonce dans ses mensonges comme un enfant pris en faute. On lui révèle que son téléphone borne près du lieu où le corps a été abandonné le soir de la disparition de Susanna, que son arme s'y trouvait aussi. Les faits sont là, mais Miles s'arc-boute sur sa version bancale, selon laquelle il aurait juste fait un tour en voiture après s'être disputé avec sa copine. Vos relevés vous placent littéralement sur la scène de crime. Ce n'est plus une question de savoir si vous y étiez ou non. La seule question, c'est êtes-vous un tueur de sang-froid ou avez-vous commis une terrible erreur? Face à la pression des enquêteurs, Miles semble au bord de la rupture. Mais il persiste à nier en bloc, rejetant tout en marmonnant des phrases sans queue ni tête. Son attitude est celle d'un coupable, pas d'un innocent. À court d'arguments, les enquêteurs abattent leur dernière carte. Susanna n'était qu'une enfant, une pauvre gamine sans défense. Comment l'avez-vous approchée? Lui avez-vous fait croire que vous pouviez la raccompagner avec votre plaque de flic, c'est ça? Vous l'avez attirée dans votre voiture? Miles se décompose littéralement. Il semble au bord des larmes. Mais il refuse obstinément d'avouer. Faute de preuves matérielles irréfutables, les enquêteurs n'arrivent pas à lui extorquer de confession. Mais une chose est sûre, toutes les pièces du puzzle semblent le désigner comme le coupable idéal. Son mobile?
Probablement un mélange de pulsions sexuelles pour les très jeunes filles et un irrépressible besoin de domination. Susanna se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Une proie facile pour ce prédateur expérimenté. Miles Bryant est finalement inculpé pour meurtre avec préméditation, enlèvement, dissimulation de cadavres et faux témoignages. Lors de son procès, en juin 2024, il apparaît comme un homme brisé, mais toujours incapable d'exprimer le moindre remords. Les experts dépeignent un prédateur narcissique et manipulateur qui se pensait protégé par son statut de policier. La procureure, dans un réquisitoire accablant, pointe les multiples défaillances qui ont permis à ce loup de pénétrer dans la bergerie. Les plaintes pour harcèlement ignorées, les signaux d'alerte minimisés, l'omerta qui règne entre les policiers. Son plaidoyer devant les jurés est saisissant. Susanna Morales avait la vie devant elle, jusqu'à ce qu'un monstre assermenté décide d'en faire sa proie. En prononçant un verdict de culpabilité, vous rendrez non seulement justice à Susanna, mais vous enverrez un message clair. Plus jamais ça. Parmi les victimes de Miles Bryant, le témoignage d'Alicia Bates est l'un des plus glaçants. Cette jeune femme a eu le malheur de croiser la route du prédateur quand elle n'était encore qu'une adolescente. Au départ, elle le considérait comme un grand frère protecteur, jusqu'au jour où Miles a commencé à se montrer de plus en plus insistant, la harcelant de messages et de visites impromptues. Alicia raconte la voix tremblante. Il débarquait chez moi à toute heure, du jour ou de la nuit. Il trouvait toujours un prétexte pour rentrer, fouiller dans mes affaires. Quand j'ai voulu mettre de la distance, il est devenu agressif, menaçant. J'avais peur qu'il s'en prenne à moi ou à ma famille. Un jour, après une énième tentative d'intrusion, Alicia prend son courage à deux mains et porte plainte au commissariat. On lui assure que l'affaire va être prise au sérieux et Miles convoqué. Pourtant, les semaines passent et rien ne se passe. Pire, le harcèlement s'intensifie, comme si sa plainte avait exacerbé la rage de Miles. Un soir, Alicia rentre chez elle et trouve sa porte fracturée. Miles s'est introduit par effraction et l'attend dans sa chambre. Il abuse d'elle avant de la menacer. Si tu parles, je m'en prendrai à tes proches. De toute façon, qui croira une petite garce dans ton genre face à la parole d'un policier? Terrorisée, culpabilisée, Alicia mettra des années à surmonter ce traumatisme et à réaliser qu'elle n'y est pour rien. Quand elle découvre des années plus tard que Miles fait l'objet d'une enquête pour meurtre, elle n'hésite plus. Elle témoigne de ce qu'elle a subi, en espérant que son histoire encouragera d'autres victimes à briser le silence. Si j'avais été prise au sérieux dès le début, et si on avait vraiment enquêté quand j'ai porté plainte pour harcèlement et abus, alors peut-être que Susanna serait encore en vie aujourd'hui. Lâche Alicia dans un sanglot. Une affirmation terrible mais sans doute vraie. Comme beaucoup de prédateurs, Miles Bryant a commencé par des petits délits avant de basculer dans l'horreur. Combien de drames pourraient être évités si la société prêtait une oreille plus attentive aux victimes? Alyssa et Kelly, les amis avec qui Susanna a passé sa dernière soirée, révèlent que Miles Bryant leur avait déjà proposé de les raccompagner en voiture auparavant. Elles avaient d'ailleurs décliné, le trouvant trop insistant. Mais a-t-il pu cibler Susanna en la voyant partir seule ce soir-là? Kelly confie la gorge nouée qu'il est venu les voir avec un sac à dos, des verres et une bouteille d'alcool. Il voulait savoir leur âge. Quand il a compris qu'il ne pourrait pas les faire boire et qu'elles étaient trop jeunes, il est parti et a quitté les lieux. Un autre témoignage troublant est celui d'une ex-petite amie de Miles, qu'il accuse de l'avoir filmé à son insu pendant leur rapport intime. Elle déclare qu'il la droguait et abusait d'elle quand elle était inconsciente. Elle l'a découvert quand elle a vu des vidéos sur l'ordinateur de Miles, qui lui avait dit que personne ne la croirait face à un policier. Enfin, accablant, cet échange entre Miles et son codétenu rapporté par ce dernier. Un jour, il m'a dit « Quelqu'un pourrait prendre perpète pour un truc pareil. » J'ai répondu « Non mec, faut faire un truc encore plus hardcore que ça. » Et là, il m'a répondu avec un sourire en coin. Pour l'instant, ils ne m'ont inculpé que d'un seul meurtre. Pour l'instant. De quoi se demander si Susanna a été sa seule et unique victime. Au terme d'un procès éprouvant, Miles Bryant écope de la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Un verdict qui soulage la famille Morales,
même s'il ne leur ramènera jamais Susanna. Maria espère que cette tragédie servira de prise de conscience pour mieux traquer les prédateurs, surtout quand ils se cachent derrière un uniforme. Après le procès, elle lance un vibrant appel. Si mon calvaire peut servir à quelque chose, c'est à dire aux parents, restez vigilants, même envers les personnes en apparence insoupçonnables. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance où que ce soit. Et aux autorités, prenez toutes les plaintes au sérieux, explorez chaque recoin. C'est au prix de cette vigilance que nous éviterons de nouveaux drames. Aujourd'hui, la douleur reste vive pour les proches de Susanna. Son souvenir entrera à jamais leur mémoire. Mais malgré la noirceur du drame, ils s'efforcent de célébrer ce qu'elle était de son vivant. Une jeune fille lumineuse, aimante et pleine de rêves. Ils ont créé d'ailleurs une fondation à son nom pour sensibiliser au risque des prédateurs sexuels et apporter un soutien psychologique et juridique aux familles de victimes. Cette affaire me révolte, pas vous ? Ceux qui sont censés nous protéger ont failli à leur mission en couvrant les exactions d'un de leurs membres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me soutenir en écrivant HDC. Pour la petite histoire, suite à une demande que j'avais faite auprès de YouTube, qui n'était pas une demande de suppression de mon compte, il s'était avéré que le compte a été supprimé et que c'était le compte relié à la chaîne. Donc la chaîne a disparu également. Mais heureusement, les équipes de chez eux ont géré de main de maître pour remettre la chaîne en ligne. Donc par sécurité, j'ai mis le lien d'une chaîne de secours dans la description à laquelle vous pouvez vous abonner si une aventure comme celle-là devait se reproduire, que j'espère pas d'ailleurs. Pouce bleu, like, abonnement, merci d'être toujours présent, une communauté en or, c'était SH, bye bye.